En mai 2023, la police espagnole reçoit un appel alarmant provenant d'un quartier calme de Malaga. Le corps d'une jeune femme portant de multiples blessures au couteau a été retrouvé dans l'un des appartements. Le suspect du crime disparut, mais sera arrêté quelques heures plus tard dans un café local. Mais cette tragédie n'est que le début d'une chaîne d'événements qui mène l'enquêteur à une affaire restée non résolue depuis 9 ans. Derrière le mur de l'un des appartements, il y a quelque chose qui choquera même les criminologues les plus expérimentés. En 2011, Sibora Gagani vivait avec son petit ami Marco en Espagne, dans la région de Lorel. À première vue, leur vie semblait stable. Sibora avait trouvé un emploi comme serveuse dans un restaurant local, et Marco travaillait comme cuisinier. Il louait une petite maison, et Sibora appelait régulièrement sa mère, Elisabetta, pour lui assurer qu'elle allait bien. Cependant, derrière cette image de bien-être extérieur se cachaient de graves problèmes, qui devenaient de plus en plus évidents à chaque mois qui passait. Quand Elisabetta est venue en Espagne pour rendre visite à sa fille, elle immédiatement remarquait l'atmosphère tendue dans la maison. Des querelles entre Sibora et Marco survenaient même en sa présence. Elisabeth vit comment sa fille essayait de justifier ses crises de jalousie et de tension en invoquant des difficultés passagères. Cependant, sa mère était sûre qu'il ne s'agissait pas seulement de problèmes domestiques. Il était difficile de croire qu'il y a seulement 2 ans, Sibora était une personne complètement différente. Née le 14 septembre 1991 à Tirana en Albanie, elle se distinguait par son caractère joyeux depuis l'enfance. Après le divorce de ses parents, sa mère Elisabetta déménagea avec ses enfants en Italie, où ils ont commencé une nouvelle vie. À Rome, Sibora gagna rapidement la sympathie de son entourage. Son surnom, Chibi, que lui ont donné ses camarades de classe, souligne sa personnalité énergique et amicale. Malgré les difficultés financières, Sibora cherchait à aider sa famille dès son plus jeune âge. Elle obtint un emploi de serveuse dans un restaurant local, mais n'a pas abandonné son rêve. Sa beauté naturelle, sa silhouette élancée et ses victoires dans un concours de beauté régional lui ouvrirent la voie vers le monde de la mode. Cependant, malgré son succès, son rêve principal restait de travailler comme enseignante, car Sibora aimait sincèrement les enfants. Mais une nouvelle page de sa vie s'ouvrit lorsque Sibor eut 18 ans. Dans l'un des cafés, elle a rencontré Marco, un homme de 30 ans, dont le charme et la confiance l'ont immédiatement attirée. Au moment où ils se sont rencontrés, Sibora savait peu de choses sur lui. Il était divorcé, avait une sœur, et semblait vouloir commencer une nouvelle vie. Cependant, derrière cette apparence se cachait son passé complexe. Marco était connu pour sa nature agressive et ses problèmes de drogue, ce pourquoi l'arrêtait la police à plus d'une occasion. Sibora, enchantée par son charisme, n'y prêta pas attention. 1 an après le début de leur relation, Marco suggéra à Sibora de déménager en Espagne, arguant qu'il n'y avait pas assez d'opportunités d'emploi en Italie. Elisabetta a essayé de dissuader sa fille, doutant de la sincérité des intentions de Marco. Mais Sibora a insisté d'elle-même. Elle sentait que cette étape serait le début d'un nouveau chapitre, où elle et Marco pourraient construire une vie heureuse. En Espagne, les premières périodes s'annonçaient prometteuses. Sibora a rapidement trouvé du travail comme serveuse et Marco obtint un emploi chez Pizzaïla. Il louait une maison confortable et Sibora parlait de ses projets à sa mère. Cependant, cette stabilité s'est avérée de courte durée. Marco a commencé à perdre un emploi après l'autre, accusant ses employeurs. Son irritabilité et sa jalousie devenaient de plus en plus perceptibles. Il montrait de plus en plus son comportement agressif dans de petites choses, ce qui a progressivement dégénéré en conflits graves. Elisabetta, venue en Espagne pour voir par elle-même comment vivait sa fille, a été choquée par ce qu'elle a vu. Sibora, qui avait toujours été joyeuse et confiante, avait maintenant l'air déprimé. Marco ne cachait pas son irritabilité même en présence de sa mère. Les querelles devenaient de plus en plus fortes, et Sibora, malgré les problèmes évidents, continuait à défendre Marco, lui assurant que tout s'arrangerait. Ce qui poussait Sibora à ignorer les signes avant-coureurs était un mystère pour ses proches. Elle comptait probablement sur Marco
pour obtenir le soutien et la stabilité qui lui avaient manqué dans sa jeunesse. La famille, qui avait quitté l'Albanie pour l'Italie, avait traversé des moments difficiles. Elisabetta a travaillé dur pour donner à ses enfants une chance d'une vie meilleure. Mais Sibora a été confrontée très tôt à la nécessité d'assumer ses responsabilités. Sa relation avec Marco était peut-être une tentative de combler ce vide, mais malheureusement, elle a plutôt conduit à davantage de tensions. En juillet 2014, Sibora Gagani disparut soudainement, laissant sa famille dans le désarroi. La dernière fois qu'elle échangea des messages avec Marco, son ex-partenaire, était le 7 juillet, après quoi son téléphone ne passait plus, et tous les réseaux sociaux sans poste. C'était un comportement étrange et inhabituel pour elle. Avant cela, Sibora avait dit à sa mère qu'elle avait finalement rompu ses relations avec Marco, qu'elle avait déménagé dans un nouvel appartement et qu'elle se sentait libre. Elle a même décrit son sentiment comme celui d'un papillon sortant tout juste d'un cocon. Cependant, son silence soudain intrigua tout le monde. Les choses ont commencé à devenir encore plus étranges lorsque Marco est soudainement apparu chez sa mère en Italie. Il a essayé de donner l'impression d'un homme inquiet qui regrettait ce qui était arrivé. Autour d'une tasse de café, il a confié à Elisabetta que lui-même ne comprenait pas où Sibora avait pu aller. Selon lui, avant de disparaître, ils se sont disputés et elle est partie, laissant derrière elle toutes ses affaires. Il a ensuite changé sa version des faits, affirmant qu'un agent de sécurité de leur complexe d'appartements aurait vu Sibora partir avec 2 valises. Ces déclarations contradictoires ont suscité des doutes et accrurent l'anxiété. Elisabetta se souvint qu'1 mois auparavant, Sibora lui avait fait part de sa décision de mettre fin à la relation. Après 3 ans passés à essayer de les sauver, elle quitta Marco et commença à reconstruire sa vie. Sibora essayait de rester loin de son ancien partenaire. Mais, apparemment, cela ne l'a pas arrêté. Marc continuait à s'intéresser activement à sa vie. Début juillet, il appela Elisabetta de manière inattendue, lui demandant si Sibora était revenue en Italie. Cette question semblait étrange, surtout à la lumière de leur rupture. Sibora tentait à plusieurs reprises de rompre sa relation avec Marco. En 2013, elle est même retournée chez sa mère en Italie, décidant de tout laisser derrière elle. Elle avait ensuite admis qu'elle ne voyait plus aucun intérêt à cette relation. Cependant, Marco n'avait pas reculé. Il s'était présenté à leur maison, assurant à Sibora qu'il allait changer, et lui avait même proposé de la marier. Sibora, fatiguée de lutter à ce moment-là, avait de nouveau cédé à ses promesses. Mais bientôt, tout s'est répété. Et la jalousie, le contrôle et les agressions physiques de nouveau détruisaient sa vie. Un jour, elle avoua à sa mère que si elle décidait de partir pour de bon, elle devrait littéralement disparaître. Sinon, Marco ne la laisserait pas tranquille. Au cours des mois suivants, Sibora se rendit de plus en plus souvent en Italie, probablement parce que son permis de séjour en Espagne avait expiré. Elisabeth remarqua que sa fille semblait de plus en plus effrayée. Mais Sibora partageait rarement des détails. Elle a simplement dit qu'elle essayait de trouver un moyen de sortir de la situation actuelle. En juin 2014, Sibora emménagea dans un nouvel appartement, essayant de repartir à zéro. Elle dit à sa mère qu'elle ne retournerait plus chez Marco. Pendant une courte période, cela lui a donné un sentiment de liberté, mais des inquiétudes pour sa sécurité subsistaient. Lorsque Marco annonça que Sibora était partie, laissant derrière elle toutes ses affaires, la famille a immédiatement réalisé que cela ne lui ressemblait pas. Elle ne perdrait jamais contact avec ses proches, en particulier sa mère et ses frères. La famille était désormais dans un état d'attente. Ils espéraient que Sibora avait en fait décidé de se cacher afin de se libérer enfin du contrôle de Marco. Cependant, les versions contradictoires des événements et l'absence de nouvelles d'elle soulevaient de plus en plus de questions. En 2015, l'enquête sur la disparition de Sibora Gagani n'avait toujours pas donné de résultat,
malgré les efforts de sa famille et de la police. C'est Elisabetta, sa mère, qui a lancé l'appel officiel aux forces de l'ordre. Elle insista sur le fait que Marco, l'ancien partenaire de Sibora, aurait pu être impliqué dans sa disparition, car il était la dernière personne à l'avoir vu avant sa disparition. Cependant, son comportement soulevait de plus en plus de questions. Lors de l'interrogatoire, Marco a répété sa version. Sibora aurait quitté la maison après une dispute, emportant seulement quelques affaires avec elle. Cependant, ses effets personnels, notamment ses vêtements et ses documents, sont restés dans la maison, ce qui semblait étrange. Malgré ces affirmations, Marco n'a pas signalé sa disparition à la police. Il affirma avoir essayé de retrouver Sibora lui-même en imprimant des annonces et en les affichant dans le quartier où il vivait. Il a en outre émis diverses hypothèses sur le lieu où elle se trouvait. Elle aurait pu partir en Argentine, ou bien elle aurait été vue avec un inconnu avec lequel elle aurait eu un conflit. Cependant, ces déclarations se sont révélées contradictoires et n'étaient pas étayées par des faits. Elisabetta, ne faisant pas confiance à Marco, a fait ses propres efforts pour retrouver sa fille. Elle se tourna vers les médias et une organisation spéciale qui diffusait des informations sur les personnes disparues. Des reportages ont commencé à apparaître en Italie et en Espagne avec des photos de Sibora et des appels à l'aide. Malgré cela, aucune nouvelle trace ne fut trouvée. Alors que la famille de Sibora continuait de lutter pour découvrir son sort, Marco menait une vie qui semblait normale aux yeux des étrangers. Il changea d'apparence en se rasant les cheveux et en se laissant pousser la barbe. Il essayait de ne pas attirer inutilement l'attention sur lui, mais son comportement semblait parfois bizarre. Durant cette période, il a commencé d'autres nouvelles relations qui se sont terminées avec des femmes se plaignant de son agressivité. Malgré cela, il continuait à vivre en Espagne, fréquentait régulièrement la salle de sport et s'est inscrit à un club de tir, ce qui alarma ceux qui connaissaient son passé. La famille Sibora n'a pas arrêté de chercher. Elisabetta a demandé à plusieurs reprises à la police d'intensifier son enquête. Dans le même temps, les forces de l'ordre commencèrent à examiner les éléments de l'affaire pour trouver de nouvelles pistes. Ils réécoutèrent le témoignage de Marco, qui semblait incohérent dès le départ. L'affirmation selon laquelle Sibora serait partie avec des valises contredisait ses propos selon lesquels elle aurait quitté la maison sans rien prendre. La question s'est également posée de savoir pourquoi il n'avait pas tenté d'impliquer la police immédiatement après sa disparition. Pendant ce temps, l'attention du public sur le cas de Sibora s'estompait progressivement, malgré les efforts de sa famille. Marco, resté en Espagne, semblait s'être adapté à la vie après sa disparition. Pour ses voisins, il semblait être une personne amicale qui faisait du sport et socialisait avec les autres. Cependant, sa relation passée avec Sibora et les plaintes de ses nouveaux partenaires continuaient à jeter le doute sur son image. Alors que la famille de Sibora espérait des nouvelles, l'enquête restait dans l'impasse. Les forces de l'ordre commençaient à élargir la gamme des contrôles, y compris l'utilisation des bases de données internationales sur les personnes disparues. Mais même cela n'a pas apporté de résultats, et pour les proches de Sibora, l'incertitude continuait à être l'épreuve la plus difficile. En 2023, Marco avait réussi à changer complètement sa vie. En apparence, il vivait avec une nouvelle partenaire nommée Paula, et ils avaient un enfant ensemble. Cependant, derrière la façade de cette nouvelle vie se trouvaient les mêmes problèmes qui le hantaient depuis de nombreuses années. La relation avec Paula ne pouvait pas être qualifiée de stable. Elle a dit à plusieurs reprises à ses proches qu'elle était victime de violences physiques de la part de Marco. Lui, par contre, n'arrivait pas à conserver un emploi, ce qui ne faisait qu'aggraver leur situation. Alors qu'il travaillait à la pizzeria, Marco rencontra Victor Malina, le propriétaire d'un restaurant qui lui a ensuite proposé, ainsi qu'à Paula, un emploi. Victor avait également loué un petit appartement au couple, espérant ainsi alléger leur situation financière difficile.
Contrairement à Marco, Paula a rapidement gagné la confiance et le respect au travail. Victor et sa sœur Victoria, qui travaillaient également au restaurant, sont devenus non seulement ses employeurs, mais aussi son soutien. Au fil du temps, Victoria en a appris davantage sur les complexités de la relation entre Paula et Marco. Après une des disputes du couple, elle commença à conseiller ouvertement Paula de contacter la police. Selon elle, Marco devenait agressif au travail et même à la maison. Il ne fournissait aucun soutien. Un jour, un incident qui s'est produit dans le restaurant est devenu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Victor. La porte des toilettes du personnel était cassée. Victoria apprit par Paula que c'est Marco qui l'avait fait, l'accusant d'avoir prétendument utilisé les locaux pour rencontrer des collègues. Après cela, Marco a été transféré à un autre endroit sous la supervision de Victor. Malgré son travail acharné et ses tentatives de créer l'impression d'une vie normale, Paula ne pouvait cacher la difficulté de sa situation. Sa confiance en Victoria lui a permis de révéler plus de détails de sa vie. Elle admit qu'elle continuait de vivre avec Marco uniquement parce que c'est le seul moyen de récupérer la garde de ses enfants, qui lui ont été enlevés par les autorités en raison de substances illégales trouvées dans la maison. Les substances appartenaient à Marco, mais les conséquences affectèrent toute la famille. Pour Paula, c'était une tragédie personnelle. Son objectif principal était d'accumuler suffisamment de fonds pour rompre sa relation avec Marco et rétablir ses droits sur ses enfants. Pendant ce temps, la situation de Marco empirait. Il se plaignait souvent à Victor de sa situation financière difficile, affirmant qu'il continuait à travailler uniquement pour le bien de sa famille. Cependant, ni ses actions ni son comportement ne le confirmaient. Son agressivité au travail et son incapacité à s'entendre avec ses collègues ont conduit Victor à sérieusement douter de l'opportunité d'une coopération ultérieure avec lui. En même temps, Victoria, voyant à quel point la situation de Paula était difficile, continuait à la persuader de ne pas tolérer la violence. Paula, craignant pour sa sécurité, a préféré ne pas entrer en conflit ouvert. Elle avoua que Marco l'avait frappée 4 fois et lui avait donné des coups de pied, et qu'elle ne supportait plus cela. Pour Victoria et Victor, c'était la confirmation que sa situation nécessitait une intervention. Le mardi 16 mai 2023, Paula passait sa journée de repos dans la bonne humeur en faisant des projets pour la soirée. Elle partagea avec ses collègues ses intentions de se détendre, de passer du temps calmement et utilement. Le lendemain, 17 mai, Victoria, sa collègue et amie, attendait de Paula comment s'était déroulée sa soirée. Mais malheureusement, elles découvrirent une toute autre histoire. Le matin du 17 mai, vers 11h30, de forts cris furent entendus dans l'appartement que Paula partageait avec Marco. Ce n'était pas rare, les querelles entre eux arrivaient souvent, mais cette fois, tout semblait beaucoup plus sérieux. La voix de Paula était clairement audible, appelant à l'aide. Les cris étaient si forts qu'ils ont été entendus par Victor, le propriétaire de l'appartement, et l'employeur de Paula, qui se trouvait à proximité. Accompagné d'un autre employé du restaurant, il s'est précipité sur les lieux. En s'approchant de la porte de l'appartement, les hommes ont commencé à frapper et à demander à haute voix ce qui se passait. De faibles sanglots s'échappèrent de l'intérieur, puis cessèrent. Quelques secondes plus tard, Marco ouvrit la porte. Sa voix était calme, et il assurait que tout allait bien. Selon lui, Paula se serait simplement allongée dans son lit et se serait calmée. Cependant, sa voix n'était plus entendue, ce qui rendit Victor sérieusement méfiant. La situation fut aggravée par le fait que quelques jours auparavant, Marco fut renvoyé du restaurant par Victor après une série d'incidents, dont la disparition d'un couteau de cuisine. Le licenciement fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, car Victor ne faisait plus confiance à Marco et voulait éviter d'éventuels conflits. Marco s'était de nouveau retrouvé au centre d'un incident troublant. Pendant ce temps, Victor revenait avec la clé dans les mains
et essayait d'entrer pour découvrir ce qui s'était réellement passé. Le corps de Paula, couvert de multiples blessures à l'arme blanche, gisait sur le sol d'une des pièces. Ses vêtements étaient trempés de sang, et il était clair que la mort était survenue plusieurs heures plus tôt. La police a immédiatement fait appel à des experts médico-légaux pour recueillir des preuves, et a également commencé à rechercher Marco, qui s'était déjà échappé à ce moment-là. Le corps de Paula a été envoyé pour examen médico-légal afin de déterminer la cause exacte du décès. Et les détectives ont commencé à rechercher le suspect. Marco fut arrêté quelques heures plus tard dans un café local. Il était assis tranquillement sur une table, comme si de rien n'était, et n'a pas résisté à son arrestation. Le 20 mai 2023, 3 jours après le meurtre tragique de Paula, Marco comparut devant le tribunal. Il a été accusé d'un crime commis dans un contexte de violence sexiste et fut condamné à subir un examen psychiatrique et un test de dépistage de drogue. Le tribunal ordonna son placement en détention provisoire sans caution. Lors de l'audience, Marco a exercé son droit de garder le silence, sauf pour répondre aux questions de son avocat. Il n'avait pas été fait mention de la disparition de Sebora, dont il avait parlé plus tôt dans la journée. Mais c'est ce nom qui était à nouveau sous les feux de la rampe. Il s'avère que même avant le procès, le 17 mai, jour du crime, lors d'un interrogatoire au commissariat, Marco annonça de manière inattendue qu'il voulait faire des aveux liés à une affaire survenue 9 ans auparavant. Il a déclaré que lors d'une dispute avec Sebora, il l'a tuée et a caché son corps dans l'appartement où ils vivaient ensemble en 2014. Marco proposa même de montrer l'endroit exact où, selon lui, se trouvaient les restes. Malgré ses aveux, les forces de l'ordre ont décidé de reporter leur enquête, se concentrant sur l'affaire du meurtre de Paula. Pour la mère de Sebora, Elisabeth, la nouvelle de l'arrestation de Marco et de ses aveux dans l'affaire de sa fille a été un nouveau coup dur. Pendant 9 ans, elle a tenté de faire rouvrir l'enquête, estimant que la disparition de Sebora était liée à son partenaire. Après les aveux de Marco, le dossier de Sebora Gagani fut rouvert. Les enquêteurs avaient prévu de vérifier sa déclaration, en commençant par une perquisition dans l'appartement où il vivait en 2014. Début juin 2023, les enquêteurs espagnols travaillant sur l'affaire Sebora Gagani se sont concentrés sur une analyse détaillée de l'agencement du bâtiment où elle vivait autrefois avec Marco. Une inspection minutieuse de l'appartement autrefois possédé par le couple ne donna aucun résultat. Mais un examen des documents de l'immeuble révéla des divergences entre la disposition réelle de l'appartement et les plans. Cette découverte attira leur attention vers l'appartement jumeau adjacent situé au même étage. D'après un enquêteur, son attention a été attirée par un grand espace qui était censé se trouver dans la chambre de l'appartement voisin, mais qui en réalité n'apparaissait pas. Après avoir reçu l'autorisation, le 6 juin, les enquêteurs ont ouvert le mur de l'appartement voisin. Derrière, ils trouvèrent une grande caisse en bois remplie de chaux. À l'intérieur du carton, la police a trouvé ses premiers indices, un sac en plastique contenant un couteau couvert de sang séché et des objets personnels censés appartenir à Sebora. Parmi les trouvailles se trouvait un bouquet de fleurs fanées posé sur plusieurs sacs en plastique. À l'intérieur de l'un des paquets se trouvait un sac de couchage de camping, dans lequel des restes humains ont été retrouvés. Le corps a été envoyé pour examen afin d'établir l'identité et la cause du décès. Les enquêteurs ont noté la présence de tatouages correspondant à la description de Sebora fournie dans son rapport de disparition. Toutefois, pour confirmer définitivement son identité, les autorités espagnoles ont demandé à sa famille en Italie de fournir des échantillons d'ADN. Le 10 juin, des policiers sont arrivés au domicile de la mère de Sebora, Elisabeth, pour prélever un échantillon de sa salive. Les résultats de l'analyse ont confirmé que les restes appartenaient bien à Sebora Gagana. Dans la semaine qui a suivi la découverte en Espagne, de nouveaux détails sur les actions de Marco ont commencé à émerger. Lors de son interrogatoire, il a déclaré avoir utilisé de l'acide pour se débarrasser du corps.
Ces déclarations n'ont toutefois pas été confirmées. Les enquêteurs ont noté que Marco avait modifié à plusieurs reprises son témoignage. Ses aveux, faits après son arrestation pour le meurtre de Paula, ont conduit à la réouverture de l'enquête sur le cas de Sebora. Pendant ce temps, les enquêteurs continuaient à travailler pour clarifier toutes les circonstances de sa mort. Pour Elisabeth, la nouvelle que le corps de Sebora avait été retrouvé a été un choc. 9 années d'incertitude l'avaient laissée désespérée, mais elle continuait d'attendre des nouvelles de sa fille. Au fil des années, sa vie a changé. Le père de Sebora est mort de maladie sans jamais connaître la vérité sur le sort de sa fille. Et la seule joie pour Elisabeth était la naissance d'un petit-fils, de son fils. Après que les restes aient été officiellement identifiés, Elisabeth se souvint être allée à la police, espérant que l'affaire de sa fille serait résolue. Ses efforts avaient désormais porté leurs fruits, bien qu'ayant apporté un soulagement amer. Les experts ont continué à analyser les preuves trouvées sur le site où les restes ont été découverts. Le couteau retrouvé dans le sac a été envoyé en examen médico-légal pour rechercher des traces biologiques pouvant orienter vers Marco. Les chercheurs espagnols travaillaient aussi avec leurs collègues italiens pour compléter les éléments de l'enquête sur la disparition de Sebora. Parallèlement, l'enquête sur le meurtre de Paula se poursuivait, dont Marco était déjà le principal accusé. Malgré toutes les preuves, et malgré le fait que Marco lui-même ait avoué le massacre de son ex-petite amie et ait même indiqué le lieu où se trouvait du corps, il a par la suite refusé d'admettre sa culpabilité dans l'affaire Sebora. Son avocat a insisté sur le fait que les aveux de son client concernant l'emplacement du corps avaient été obtenus sous la contrainte et ne pouvaient pas être utilisés contre lui. Toutefois, les enquêteurs ont estimé que les preuves trouvées dans la boîte, y compris les effets personnels de Sebora, constituaient un motif suffisant pour porter de nouvelles accusations. En janvier 2024, plusieurs mois après la découverte des restes de Sebora, sa famille a enfin pu lui rendre hommage. Une fois l'examen médico-légal terminé, le corps a été remis aux proches pour être enterré. La cérémonie a eu lieu en Italie, où les amis et la famille de Sebora ont pu lui dire au revoir. En sa mémoire, des ballons ont été lâchés dans le ciel avec des messages symbolisant l'espoir et l'adieu. En Espagne, l'attention était centrée sur le procès de Marco, accusé d'avoir tué Paula. Lors d'une audience le 30 janvier 2024, il soumit au tribunal une lettre manuscrite de 17 pages admettant sa culpabilité dans la mort de sa femme, mais avec de nombreuses réserves. Il affirma que le conflit entre eux résultait de querelles accumulées liées à une dette de 50 € et à son infidélité. Selon Marco, il s'était beaucoup défendu pendant la dispute, ce qui a conduit à la tragédie. Cependant, l'enquête a établi que les blessures sur le corps de Paula se trouvaient dans son dos, ce qui jette le doute sur ses propos concernant la légitime défense. Malgré ses aveux, Marco n'a pas voulu parler en détail du cas de Sebora. Il confirma seulement qu'il avait enveloppé son corps dans des sacs, l'avait caché dans une boîte en bois, l'avait recouvert de fleurs, l'avait saupoudré de chaux et l'avait encastré dans le mur. Dans le même temps, il nia son implication dans sa mort et a tenté de justifier ses actes, les qualifiant de résultat de la peur des circonstances. Au cours du procès, Marco a soudainement changé son témoignage concernant la mort de Sebora, offrant une nouvelle version. Il affirma que la cause de sa mort était la mafia albanaise, avec laquelle il aurait été lié en raison de dettes. Il déclara avoir emprunté 25 000 € pour ouvrir un bordel, mais l'argent avait été volé. N'ayant pas pu rembourser sa dette, 4 hommes sont venus chez lui. L'un d'eux tua Sebora lors d'une dispute. Marco affirma qu'il avait été contraint de se débarrasser du corps sous la menace de sa vie pour éviter de nouvelles conséquences. Cette version
suscita des doutes parmi les enquêteurs, puisque Marco avait auparavant modifié son témoignage. L'enquête révéla aussi qu'il avait utilisé des mensonges pour tromper les enquêteurs depuis son arrestation en mai 2023, à la suite du meurtre de Paula. Ces affirmations concernant la mafia n'ont pas non plus été confirmées. Aucune des preuves n'a été recueillie. La cause du décès de Sebora fut déterminée après une autopsie. De nombreuses blessures à l'arme blanche, qui, malgré l'état du corps, indiquaient clairement le caractère violent du crime. La famille de Sebora reçut la confirmation de son décès des années après sa disparition. Elisabetta, sa mère, a déclaré que, depuis 9 ans, elle vivait dans l'espoir de découvrir la vérité, même si le père de Sebora n'a jamais vécu assez longtemps pour voir ce moment. En mai 2024, le procès de Marco pour meurtre de Paula était toujours en cours. Le tribunal a ordonné un procès avec jury. L'affaire de Sebora Gagani, bien que rouverte, n'avait pas encore atteint le stade du procès. Les enquêteurs ont continué à enquêter sur les déclarations de Marco, notamment sur son implication dans la mafia. Nous attendons encore les conclusions de cette affaire. L'histoire de Sebora Gagani et Paola montre comment les relations toxiques fondées sur la violence et la manipulation peuvent entraîner des conséquences tragiques. Sebora, qui rêvait d'un avenir, et Paula, qui tentait de reprendre le contrôle de sa vie, sont toutes deux devenues victimes du même homme. Leur sort montre combien il est important de reconnaître précocement les signes de violence et d'intervenir pour prévenir de nouvelles tragédies. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. De nombreuses histoires choquantes vous attendent.